concession aux indépendances qui a remis en cause et a renouvelé toutes les pratiques historiennes et naturellement les demandes de réparation. 3 niveaux d'écriture de l'histoire se dessinent alors, celle de l'histoire coloniale en et hors de l'ancien empire colonial, celle d'une histoire qui s'est affranchie peu à peu de la précédente pour donner place à une écriture de l'histoire indigène, celle d'une histoire décolonisée pour l'histoire d'une écriture nationale. Ça, je vais sauter, parce que j'aurai pas le temps. Je vais sauter. Non, je vais sauter un peu parce qu'il faut que je le raccourcisse. Si volontiers. Il y a une deuxième manière de se réapproprier l'histoire, c'est tout ce qui concerne l'espace muséal. On vous a dit tout à l'heure que j'avais écrit en effet un article sur le musée de l'apartheid, mais ça peut considérer, c'est qu'il y a maintenant une volonté absolument de ces populations anciennement colonisées de récupérer leur patrimoine. Je vous en parlerai de 2 actuellement qui nous touchent. Oui. Parce que les traducteurs... Oh, ok Marlène, excuse-moi. Thank you. C'est gentil, je suis très stressée. Thank you. Ok. Donc, je vais ralentir un peu, excusez-moi, je suis un tout petit peu stressée. Donc, s'affirme également une volonté de récupération de leur patrimoine. Et je vais vous citer que 2 exemples parce que je n'aurai pas le temps d'aller plus loin. En France, il y a 2 cas en ce moment. Ça a été l'avenue Sotentote qui, en fin de compte, le gouvernement américain a réitéré pendant des demandes, pendant des années, sa demande auprès de la France pour qu'il récupère cette Vénus qui s'appelle Sartille Bathman, soit restituée à l'Afrique du Sud, ce qui a été fait dernièrement. Il y a eu le cas actuellement des Maoris qui demandent au musée français, et grâce à la loi de juin 2009, ça sera le cas, de récupérer ces fameuses têtes Maoris que nous avons dans certains de nos musées. Et une loi française a pu changer un peu les choses afin que ces têtes reviennent en Nouvelle-Zélande. Il y a eu également le problème de la stèle de Rome d'Éthiopie. Et là, je vous renverrai aux travaux d'un monsieur qui s'appelle Éloi Fiquet, qui travaille là-dessus. Et voilà. Et enfin, depuis l'avancée des techniques de communication et d'information, se développe depuis quelques années une production de films concernant les situations et les luttes autochtones, à caractère documentaire ou fictionnel, dans lesquels ils apparaissent comme protagonistes de leur propre histoire et que ces documentaires sont faits par eux-mêmes. Et là, nous avons un séminaire consacré à ça à l'École des hautes études en ce moment, sur tous les films des populations, des aborigènes ou autres populations autochtones, qui font des films sur leur propre communauté, et ça, c'est un phénomène extrêmement nouveau. La deuxième raison des résurgences et des réapparitions, des demandes de réparation liées aux crimes du passé, je vous dirais, sont des raisons, si je puis dire, génétiques. Je m'explique. Avec l'apparition des technologies moléculaires de l'ADN, il y a eu une réaffirmation de son identité. C'est-à-dire qu'afin de bénéficier de retour, de récupération de leur identité, les autochtones ont besoin aujourd'hui, et ça s'est avéré dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu le cas au Brésil, mais ça s'avère aussi pour des descendants d'esclaves, ça s'avère également pour les héréros aujourd'hui, où on leur demande d'attester de leur identité par des preuves ADN. Et ce qui est absolument hallucinant, c'est que le terme de race, on s'est aperçu que c'est quand même, je ne vous apprendrai rien, cela émane des Européens. Et aujourd'hui, les populations autochtones et les descendants d'esclaves utilisent ce même moyen afin de prouver leur identité, afin de bénéficier de ces compensations financières. Et là, je vais vous citer des exemples, je n'aurai malheureusement pas le temps de les développer, mais il y a un cas auquel je tiens beaucoup, parce que ce sont le cas des métis noirs allemands, qui sont les victimes oubliées du nazisme à l'heure actuelle. Vous avez vu les demandes de réparation qui ont été faites par les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont obtenu gain de cause auprès des banques suisses et des banques allemandes dernièrement. Mais en revanche, pour ce qui concerne les métis noirs allemands et pour ce qui concerne le cas des héréros de Namibie, ce n'est pas la même chose. L'idée de stériliser la race noire est née en Namibie. Ça a été naturellement influencé par les théories darwinistes ou encore celle de Joseph Gobineau, qui prétendait fonder une base physique réaliste à la supériorité de la race nordique et germanique. Et Eugène Fischer, qui était un généticien à l'époque, concentra ses travaux sur les héréros, justement. Et particulièrement sur les métis, car c'était la pire des menaces du mélange racial dans cette colonisation allemande. Il commença, en fin de compte, son étude au sein même des camps, parce qu'il faut savoir que le premier terme de camp de concentration n'est pas né lors du nazisme et lors de la Seconde Guerre mondiale. Le terme de camp de concentration est né en 1905 en Namibie. Ça a été les premiers camps de travail forcé, créés à l'époque par le gouvernement allemand.
Et donc, les héros aujourd'hui demandent ces mêmes réparations et n'obtiennent pas du tout gain de cause. Mais j'y reviendrai très très brièvement tout à l'heure. Donc, de ses recherches, ce monsieur Eugène Fischer a sorti en fin de compte 2 livres, a publié 2 livres, Les batailles de Rehoboth et le problème de la bâtardisation chez l'être humain, et un second en 1921 qui s'appelait The Principle of Human Hereditary and Race Hygiene. Et il élabore comme ça, c'est lui qui a en fin de compte élaboré l'idéologie nazie, faut savoir ça. En 1908, à la fermeture des camps, les mariages interraciaux sont interdits ou annulés, et les Allemands concernés sont déchus de tous leurs droits civiques. Au lendemain de la guerre 14-18, l'obsession de la pureté de la race blanche s'intensifie, surtout lorsque, dépossédée de ses colonies d'Afrique, l'Allemagne voit la Rhénanie occupée par les troupes de soldats des colonies africaines françaises. Humiliation extrême pour les Allemands, qui déjà au traité de Versailles, ils avaient demandé d'exclure ces soldats des combats. Alors comment supporter leur présence en tant que gardiens de l'autorité d'occupation en Rhénanie, et comment tolérer qu'ils puissent donner des ordres aux populations blanches considérées comme supérieures? Pendant les années 20, toute une politique de propagande a été menée contre les soldats noirs des troupes coloniales, en particulier les tirailleurs sénégalais, qui demandent réparation aussi aujourd'hui, car ils ont une pension qui est moindre que les combattants français. Et aujourd'hui également, ils ont obtenu gain de cause pour avoir la même pension d'anciens combattants que les combattants français de l'époque. La campagne contre la honte noire, aidée dans sa diffusion par des associations nationalistes, des journaux, des ligues féministes, diffuse l'image du soldat noir en le rapprochant naturellement à l'image simiesque, à l'image d'un être avide de pulsions sexuelles incontrôlables, à tel point que pour assouvir son engouement, le soldat noir agresse des femmes, agresse des enfants. Le soldat noir incarne également le porteur de maladies wernériennes ou autres épidémies, qu'ils soient exotiques ou non. Au nom de cette loi et au risque que les soldats noirs désobéissent aux lois interdisant les relations interraciales, Hitler préféra donner l'ordre d'en stériliser un grand nombre, sur les quelques 25 000 qui vivaient en Allemagne en 1935, et de les déporter dans des camps de travail forcés. Fin 1937, au moins 400 métis, nommés péjorativement les bâtards rhénans, ont été stérilisés et 400 autres disparaissent dans les camps. À la seule preuve physique ne suffit pas, c'est-à-dire que maintenant on leur demande, ce que je vous disais tout à l'heure, des preuves ADN, et que la loi fédérale sur la compensation ne définit même pas qui est habilité à le réclamer. S'ajoute à cela une indifférente hostilité du gouvernement allemand qui ne facilite en rien à résoudre la question du dédommagement. Je pourrais également vous parler à propos des métis qui n'ont pas été stérilisés, mais qui, au nom de la race aryenne et au nom de Keep Australia White, ont enlevé énormément d'enfants aborigènes à leurs familles afin de les mettre dans des familles blanches. Et aujourd'hui, ces enfants et les familles dont on a enlevé ces enfants-là ont aujourd'hui porté également une demande de réparation auprès de l'ONU afin que leur soit restituée une compensation financière et on en est à un stand-by complet pour l'instant. Alors, pour la stérilisation, ça vous le connaissez, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vois que les mentalités n'ont pas beaucoup bougé, puisque sous le gouvernement de Fujimori, si je ne m'abuse, une grande partie des femmes indiennes ont été également stérilisées, pour une raison soi-disant de politique de santé publique. Donc on voit que le problème est vraiment pas réglé sur le problème génétique, ou si je peux dire des avancées techniques moléculaires. Et puis la dernière raison de la résurgence est une raison... L'avant-dernière, je dirais, est une raison qui, j'aurais dû commencer d'ailleurs par cela, qui sont des raisons purement affectives, naturellement. Une raison de ressentiment, et ça je vous renverrai naturellement au livre de Marc Ferro, la colère et puis la notion d'injustice. Pourquoi? Parce que la réémergence des demandes ressurgit au moment où des événements récents y ont contribué. Et on s'est aperçu que l'obtention d'indemnisation par les Juifs, ou bien le dédommagement des Américains d'origine japonaise qui ont été emprisonnés et internés dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale sous ordre de Roosevelt, ou encore ont eu gain de cause les Sioux qui ont eu des compensations versées au moment où on leur a spolié les terres, on leur a reversé quelques années après, de nombreuses années après, une compensation financière pour ces terres spoliées,
Ou encore dernièrement, si vous avez pu le remarquer, les Maoris en Nouvelle-Zélande qui ont obtenu également des compensations financières, ou les Namibiens également qui ont obtenu 160 millions de dollars dernièrement par leur gouvernement. Mais malgré cette grande avancée en matière de reconnaissance internationale, ces peuples demandeurs font face à de grandes difficultés. Car en effet, la législation internationale n'est quasiment pas respectée lorsqu'ils sont confrontés aux institutions et aux juridictions nationales. Malgré l'avancée également laborieuse en matière de devoir de mémoire dont je vous ai parlé, de dette morale, perdure toujours aujourd'hui une discrimination sociale, politique et culturelle. Il ne reste pas moins, et on s'en est aperçu, dernièrement que, on a encore des soucis avec les populations autochtones, que ce soit dernièrement au Pérou, le massacre des Péruviens qui ont fait grève dernièrement. Et puis on s'aperçoit aussi qu'on a un autre problème, c'est qu'il y a un racisme, pas inversé, mais anti-blanc qui apparaît. Et donc on a une grosse difficulté maintenant à gérer les populations et les terres, puisque au Zimbabwe, en Namibie, on s'aperçoit que les populations veulent chasser les anciens colons ou les descendants des anciens colons. On s'aperçoit qu'on a des problèmes de frontières, puisqu'on est sur des frontières anciennement coloniales et que nous avons des problèmes entre les tribus afin de savoir comment nous allons rendre ces terres. Et c'est là où j'en veux aux réparations financières et territoriales qui sont primordiales aujourd'hui. Et une grande réflexion est à construire pour pouvoir changer les mentalités, car lorsqu'on aborde le domaine des réparations financières et territoriales des peuples demandeurs qui subissent encore aujourd'hui les effets et les excès secondaires de la colonisation, de l'esclavage, et qui souffrent de terribles fortes inégalités sociales, on s'aperçoit que ces mêmes peuples demandeurs ne sont même pas unanimes entre eux dans la façon d'émettre leurs revendications. Il y a une réparation politique. C'est un terme que j'emprunte à un juriste français qui s'appelle Antoine Garapon et qui étudie spécifiquement les demandes de réparation à l'heure actuelle. Et on s'aperçoit que les gouvernements cherchent des moyens concrets et positifs pour éliminer définitivement les traces d'injustice historique, toujours présentes dans les populations. Discrimination positive, vous avez dû en entendre parler, questions sur l'identité nationale, intégration, assimilation, font moult de débats aujourd'hui. La levée des tabous de l'histoire et le face-à-face avec le passé, par l'ouverture d'archives ou la poursuite judiciaire, les lieux et les actions garantissant la pérennité de la mémoire par les monuments commémoratifs ou l'enseignement scolaire devraient renforcer l'État-nation. Mais en ce moment, par exemple en France, sous le gouvernement de Sarkozy, nous avons de grosses difficultés parce qu'on remet en cause l'histoire par l'État et par la loi, ce qui, à mon avis, est une pure ineptie. Et dernièrement, en 2005, M. Sarkozy a eu l'idée de vouloir proposer une loi sur le rôle positif de la colonisation, qui a fait chez nous un tollé général. Marc Ferraud a même dû intervenir auprès de l'Assemblée nationale afin de marquer son désaccord et de dire que c'était absolument stupéfiant de pouvoir, qu'il fallait quand même lire l'histoire avant de promouvoir ce type de loi. Et bon, cette loi, pour l'instant, n'est pas passée.